Alors, la France est-elle vraiment au bord d'un déclin économique majeur? C'est en tout cas la thèse, assez audacieuse on va le dire, d'une analyse financière sur laquelle on va se pencher. L'idée, c'est de comprendre ensemble les arguments qui prédisent un tournant, un tournant décisif pour le pays d'ici 2026. Voilà la phrase choc au cœur de l'analyse. 2026 sera l'année du darwinisme économique. Rien que ça. Ça sonne un peu comme une sélection naturelle, vous savez, où seules les économies les plus solides, les plus robustes s'en sortiraient. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui peut bien amener à une conclusion aussi radicale? Alors, petite précision avant de plonger dans le vif du sujet. Notre but ici, ce n'est pas de porter un jugement, mais bien d'exposer la logique de ce rapport. On va simplement décortiquer ensemble leurs arguments, regarder les données qu'ils avancent. C'est un exercice de décryptage. Bon, entrons dans le vif du sujet. La thèse centrale, c'est quoi? Eh bien, selon cette analyse, il y aurait des signaux très clairs qui pointeraient vers un déclin souverain de la France. Un déclin qui pourrait devenir vraiment critique en 2026. Et le premier argument qu'ils avancent, c'est la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's. Mais attention, selon cette analyse, le point crucial, ce n'est même pas la note en elle-même, non, c'est le changement de catégorie. En gros, la France quitterait le club des pays du cœur de l'Europe pour rejoindre la périphérie. Et ça veut dire se rapprocher d'un profil de risque qui ressemble plus à celui de l'Italie. C'est ça le vrai signal d'alarme pour les auteurs du rapport. Et ce qui alimente cette inquiétude, au fond, c'est la dette. Plus précisément, sa trajectoire, qualifiée d'explosive. L'analyse projette qu'elle pourrait atteindre 121% du PIB d'ici 2028. Une dynamique qu'ils jugent tout simplement insoutenable, surtout pour une économie aussi centrale dans la zone euro. Mais attention, la dette, ce n'est qu'une partie du puzzle. Pour construire son argumentation, l'analyse s'appuie aussi sur ce qu'elle appelle des fractures économiques internes. Alors, pour bien comprendre ce qui suit, il y a un petit concept économique à avoir en tête. C'est l'équation R supérieur à G. En fait, c'est assez simple. R, c'est le taux d'intérêt sur la dette, ce que ça coûte d'emprunter. Et G, c'est la croissance de l'économie. Quand R devient plus grand que G, eh bien la dette se met à grandir toute seule, plus vite que l'économie qui est censée la rembourser. C'est ce qu'on appelle une spirale de la dette. Et c'est là que ça devient dangereux. Et justement, le rapport affirme que la France est déjà en pleine dedans. Regardez les chiffres qu'ils avancent. Un coût de la dette, le fameux R, qui flirte avec les 3,5%, et une croissance, le G, qui, elle, peine à atteindre 1,5%. Le calcul est vite fait, comme on dit. Le différentiel est négatif, et donc mécaniquement, la dette se creuse toute seule. Alors, face à ça, comment réagissent les pouvoirs publics? L'analyse utilise un terme assez fort. Elle parle de répression financière. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont des solutions pour trouver de l'argent à court terme, des hausses d'impôts ciblées par exemple, mais qui ne s'attaquent pas vraiment aux problèmes de fond, aux problèmes structurels de l'économie. Mais les problèmes ne seraient pas que domestiques. L'analyse avance un troisième pilier dans son argumentation, une faiblesse géopolitique qui serait de plus en plus marquée. Et cette faiblesse, elle viendrait en quelque sorte amplifier les fractures économiques dont on vient de parler. Pour illustrer ça, le rapport pointe du doigt une série de revers en Afrique, qui est, on le sait, une zone d'influence historique pour la France. Du Mali au Burkina Faso, au Niger, jusqu'au Tchad et au Sénégal. Chaque étape de cette chronologie est présentée comme une brique en moins dans l'édifice de la puissance stratégique française. Et attention, cette perte d'influence n'est pas juste symbolique. Elle a des conséquences très, très concrètes. Le rapport insiste par exemple sur la perte de l'accès à l'uranium du Niger. Et ça, c'est un point sensible, car ça touche directement à l'indépendance énergétique française, qui est un des piliers de sa souveraineté. Un autre indicateur scruté par l'analyse, c'est la fuite des capitaux. Et il donne un chiffre pour illustrer ça, moins 800. Ce serait le nombre net de millionnaires qui auraient choisi de quitter la France sur la seule année 2025. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde où cet argent va. L'analyse met ce chiffre en parallèle avec celui de l'Italie. Sur la même période, l'Italie, elle, aurait attiré 3600 nouveaux millionnaires. Le contraste est assez saisissant et ça vient nourrir leur récit d'une perte d'attractivité de la France. Bon, alors, mettons tout ça ensemble. Une fragilité économique d'un côté, un déclin géopolitique de l'autre. Quels sont les risques pour la suite? Eh bien, l'analyse se concentre tout particulièrement sur les dangers pour le secteur financier. Le rapport parle d'une sorte de tempête parfaite de risques qui pourrait venir de l'extérieur. Ça va des tensions politiques aux États-Unis à des incertitudes autour de l'OTAN, mais il y a surtout une vulnérabilité interne qu'ils jugent majeure, l'exposition énorme des banques françaises à la dette de leur propre État. C'est un peu comme si le système se tenait lui-même en otage. Alors face à ce diagnostic, qui est, on peut le dire, assez alarmant, l'analyse ne s'arrête pas là. Elle propose une stratégie très concrète. Mais attention, ce n'est pas une stratégie pour sauver le système, c'est une stratégie pour s'en protéger individuellement. La stratégie qu'ils proposent est assez radicale. Ils appellent ça une exfiltration du risque France. Le plan est en 3 temps.
D'abord, on réduit au maximum son exposition à tout ce qui est français. Les obligations d'État, l'immobilier, les actions des banques. Ensuite, on se protège. On ajoute une couche de sécurité avec des valeurs refuges, comme l'or par exemple. Et enfin, troisième étape, on va chercher la croissance là où elle se trouve, c'est-à-dire, selon eux, principalement à l'international. Et en pratique, ça donne quoi? Voici le type de portefeuille qu'ils recommandent. Le mouvement est très clair, on sort du risque domestique français et on se tourne massivement vers ce qu'ils identifient comme les moteurs de la croissance mondiale. On pense notamment à la tech américaine, à l'intelligence artificielle. En fait, toute la philosophie de leur stratégie est résumée dans cette petite phrase tirée du rapport. C'est une exfiltration du risque et une importation de la performance. L'idée, ce n'est pas seulement de se mettre à l'abri, d'éviter les pertes, c'est d'aller activement chercher de meilleurs rendements, de la performance, là où elle se trouve, c'est-à-dire ailleurs. Et pour conclure, l'analyse nous laisse avec un indicateur très précis à surveiller, une sorte de baromètre. C'est le fameux spread, l'écart de taux d'intérêt entre la dette française, l'OAT, et la dette allemande, le Bund, qui est un peu la référence de la sécurité en Europe. Le rapport nous dit si cet écart dépasse durablement les 100 points, c'est-à-dire 1%, alors ce sera le signe que les marchés commencent vraiment à douter et que leur scénario est en train de se jouer sous nos yeux. C'est une question qui, peu importe la réponse finale, nous invite à rester extrêmement vigilants.